Alors je vais appeler peut-être sur la scène les personnes qui étaient prévues pour participer à une petite table ronde en guise de conclusion à cette journée, puisque on a vu plein de choses, on a eu plein d'informations, sûrement trop d'informations. C'est la raison pour laquelle aussi on a enregistré un peu tout ça pour qu'on puisse en retirer un peu plus de matière, et on verra comment on peut partager aussi tout ça plus tard. Donc je vais accueillir sur la scène donc, du côté des Allemands donc Sylvia Heidelberger de la SNU, Monsieur Kern qui représentera le côté agronome en Allemagne, Monsieur Jean Leboeuf qui travaille à la DDT du Bas-Rhin au service agriculture, Charlotte Courgy de l'Office français de la biodiversité et Francis Humann qui... J'ai oublié ? Non ? Et Francis Humann donc, qui est agriculteur et vice-président de l'AFSAL. Il y a Monsieur Thomas Litt qui devait être présent aussi au titre des agriculteurs, mais qui n'a pas pu venir finalement. Alors, bon, vous l'avez compris, donc cette journée, elle s'inscrivait dans une optique de chercher des solutions un peu gagnant-gagnant. On a fait vraiment de la technique très très pointue à certains moments, ouais, certainement tellement pointu qu'on ne sait plus trop où on en est. Enfin, pour ma part, il y a des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je voulais poser un peu la question à nos représentants un peu de. Donc, on a sur la scène du coup des gens qui ont une culture plutôt d'agronome, un agriculteur, et puis une culture plutôt, on va dire, de protection de l'environnement. Et le but du projet et de la sauvegarde du hamster, c'est d'essayer de trouver un peu des pistes de progrès communs et de pratiques qui peuvent être gagnant-gagnant. Et donc la question que je voulais poser, c'était un peu par rapport à toutes les pratiques qui ont été présentées, qu'est-ce qui vous a retenu, alors sans rentrer dans les détails techniques parce que sinon on est perdu, qui vous semble intéressant de votre point de vue à vous, soit d'agronome, soit d'agriculteur, soit d'écologue. Je ne sais pas qui veut commencer. Ja, ich selber bin im Artenschutz tätig und mit der Landwirtschaft nur über den Artenschutz verbunden. Ich fand das enorm interessant, heute diese Verknüpfung zu bekommen, diese Idee, Zwischenfrüchte für die Biodiversität einzusetzen. Wir haben heute auch schon gehört, was die Zwischenfruchtbedeckung alles kann. Und dass das auch durchaus für Insekten und Kleinlebewesen interessant ist. Und auch für den Feldhamster kann man da Möglichkeiten sehen, aber man sieht auch die Probleme oder die Vielfältigkeit in der Umsetzungsart. Da muss man noch, glaube ich, eine Menge Gehirnschmalz reingeben und nachdenken, was da machbar ist. Und jedes Jahr scheint etwas anders zu sein. Und wie das dann letztendlich zu nutzen ist, muss man noch ausprobieren. Ich glaube, das ist noch ein Weg, den man da begehen kann. Aber es sind sehr spannende Ansätze heute für uns dabei gewesen. Oui, je vais un peu soutenir ce que vient de dire Sylvia, dans le sens où effectivement ce qui est intéressant, c'est que à partir du hamster, finalement, on a passé une journée à parler qu'agronomie et d'arriver à trouver des intérêts variés par rapport à l'intérêt de ces couverts dans nos milieux. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai retenu une phrase, je crois que c'est vous, Monsieur Kern, qui l'aviez dite, qu'il fallait du coup, pour changer tout ce système actuel, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, et puis essayer aussi d'évaluer ses échecs et de recommencer à chaque fois. Alors, je ne sais pas si on aura le temps par rapport à l'urgence sur le hamster, mais par rapport à la biodiversité, de toute façon, ça vaut le coup. C'est vrai qu'on l'avait vu dans le cadre d'un autre projet, on avait travaillé également avec la Chambre
sur les couverts, et puis certains agriculteurs qui sont là, que le hamster l'utilisait. Il consommait les plantes qui étaient mises en place par ces couverts-là. Et on avait vu que dans des parcelles qui étaient moissonnées, les taux de survie étaient très très faibles, et quand les couverts étaient en place, les hamsters restaient plus longtemps dans ces parcelles-là. Et du coup, il y avait un léger, donc on n'avait pas assez d'individus suivis pour pouvoir le dire, mais une légère amélioration de la survie. Donc tout ce qu'on arrivera à trouver pour une meilleure implantation, vu qu'on a vu que c'était le gros du souci, c'est l'implantation du couvert, surtout en période de sécheresse, sera bénéfique pour la faune et notamment pour le hamster. Merci Charlotte. Moi, en tant qu'agriculteur, donc Human Francis à Ernest-Sur-Bruche, moi j'aimerais d'abord en profiter pour remercier un petit peu tous les acteurs qui sont autour de l'agronomie, toutes les personnes qui nous permettent de progresser en campagne, parce que toutes ces expériences mises en commun permettent d'aller beaucoup plus vite que d'accumuler d'année en année des échecs. Donc ça, c'est vraiment formidable, et je pense que c'est grâce à ce programme pour la préservation du grand hamster que ça a pu se mettre en place. Je remercie aussi la présence des membres de la CUMA qui a permis justement d'acquérir du matériel supplémentaire grâce au soutien également de l'État, les différentes instances qui étaient là et qui partagent tout à fait nos besoins d'expérience, nos besoins sur le terrain, et ça permet de voir en fait où sont les limites agronomiques, climatiques, qui en plus évoluent d'année en année. Et ça, nous ce qu'on recherche un petit peu, c'est d'éviter l'échec. C'est ça qui est compliqué. On n'a pas comment dire, on n'a pas de feuille de route clairement datée où on peut dire à telle date on sème, on est sûr que ça réussisse à telle profondeur avec tel matériel. Non, c'est pas du tout ça. Ça ne marche pas. On a essayé, on a regardé, on a une année où il fait que pleuvoir, une année où il pleut pas. Et donc, on essaye, grâce à toutes ces expérimentations qui sont menées, ces essais, de trouver quelque part une voie commune, quelque chose qui nous permet de dire, si on prend telle variété, on mélange avec deux autres variétés, on sème le plus précocement après la moisson, sinon même j'ai bien retenu le terme, il faut que on sème d'un côté, on sème, et la moisse batte elle finit de faucher de l'autre côté, hein. Monsieur Kern il l'a bien dit. Pour nous c'est très important, c'est aussi une période où quelque part on a énormément de travail. Et donc le semis du couvert passe en dernier. Ce qui importe, c'est de récolter parce qu'il y a un orage qui arrive. Et donc, comment dire, le sérieux qu'il faut mettre dans la réussite de la culture et du couvert, c'est toujours un petit peu reporté. D'abord, c'est la récolte en place. Ensuite, il y a un point important sur lequel on n'a peut-être pas assez, on ne s'est pas plongé assez dessus, c'est sur l'effet de crédit carbone que peut rapporter le semis d'une interculture. On parle de plus en plus du carbone au niveau des exploitations. On ne sait pas encore évaluer le nombre de crédits carbone que ça pourrait apporter. Un autre point également, c'est sur l'allélopathie du couvert, c'est-à-dire parce qu'on a le souci des mauvaises herbes, notamment des kénopodes et autres qui sont en concurrence directe, et l'effet allélopathique d'une variété, je parle du sarrasin parce que moi j'utilise du sarrasin par rapport à notamment cette problématique de lever des kénopodes après la moisson. Je suis également en agriculture biologique, donc nous
le souci des produits phyto, on l'a pas, mais on ne peut pas les utiliser. On n'a pas leurs contraintes liées à une surutilisation de fongicides ou autres, mais de l'autre côté, on n'a pas les moyens non plus de passer un glyphosate pour nettoyer la parcelle. Nous, il faut vraiment qu'on travaille la parcelle en amont et qu'on ait toujours une longueur d'avance. Donc voilà, c'était un petit peu pour ça que je voulais intervenir. Merci. Ja, für mich war es interessant in dem Zusammenhang mit der Veranstaltung, vor allen Dingen in der Vorbereitung. Ich sehe die Vorteile der Biodiversität auf dem Acker durch die unterschiedlichen Pflanzen, die Vorteile der Biodiversität im Wurzelbereich durch viele verschiedene Arten. Und wenn es um die Bodenfauna ging, dann habe ich mich halt, ja, im Prinzip das größte Tier, mit dem ich mich bisher beschäftigt habe, das war der Regenwurm. Aber dass natürlich der Feldhamster hier genauso dazugehört, das wurde mir dann auch klar. Und wenn wir mal in die Natur schauen, in der Natur gibt es außer in den Wüsten gibt's keinen offenen Boden. Die Natur, die hat immer Wachstum am Laufen. Ja? Irgendwo wächst immer was, gibt dem Boden Schutz und gibt ihm Bedeckung, dadurch auch Futter für viele Bodenlebewesen. Und hier gehört natürlich der Feldhamster genauso dazu. Und ich glaube, wenn wir Systeme entwickeln, angefangen bei der entsprechenden Fruchtfolge, kombiniert mit der entsprechenden minimalen Bodenbearbeitung bis hin zu den Zwischenfruchtmischungen, dass wir diese Bedeckungen haben und den Hamster wieder zurückbekommen, dann haben wir einen Mehrwert an Biodiversität und ich glaube, das trägt zur Resilienz unserer Systeme bei. Vielleicht kostet uns das etwas Ertrag oder vielleicht auch 10–20%, aber dafür sind unsere Systeme wieder biodiverser und resilienter und auch zukunftsgerichtet. Und das war für mich ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Tagung und natürlich viele Informationen wie jetzt im letzten Vortrag, wobei man da vieles diskutieren könnte. Er hat andere Erfahrungen gemacht als wir. Aber es war für mich auch eine Riesenbereicherung und ich glaube, das müssen auch die Landwirte mitnehmen oder auch lernen, dass wir einfach mehr auf Biodiversität achten müssen. Und wie gesagt, da gehört der Feldhamster dazu und er braucht auch seinen Platz in der Natur. Und ich glaube, wenn man jedem Tier, was im Boden lebt, seinen Platz einräumt, und eine Vielfalt an Pflanzen haben, dann haben wir einfach mittel- bis langfristig ein System, was überleben kann. Alles, was einseitig ist und nur rein auf Produktion und Maximierung des Ertrages ausgerichtet ist, fährt gegen die Wand, glaube ich. Bonjour à tous. Alors je rejoins aussi un petit peu mes collègues sur tous ces points-là. Et notamment sur la profondeur technique et tous les apports qu'on a pu avoir sur cette journée-là. Et souligner que même au-delà encore de la biodiversité et de tout ce qu'on a pu voir directement, il y a encore plein d'autres points sur lesquels les couverts ont des effets très favorables. Je pense notamment à tout ce qui est des réglementations dont vous avez probablement souvent entendu parler, la directive nitrate, plein de choses comme ça, sur des dynamiques en fait où les couverts vont avoir des rôles très importants à jouer à des moments qui vont être clés, notamment en hiver lors des lessivages qu'on peut avoir les plus importants et ce genre de choses. J'imagine qu'il y a énormément d'autres avantages que peuvent apporter ces couverts-là, énormément de réglementations que ça doit recouper et sur lesquelles, environnementalement parlant, on va avoir des effets à court, moyen et long terme qui peuvent se ressentir. C'est très bien. Merci Aurélien de marquer un point là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte de la transversalité des bénéfices liés
à justement la mise en place de couverts et au respect de la biodiversité. Quand je dis la transversalité des bénéfices, et tu l'as dit bien commencé, c'est notamment au niveau de la directive nitrate, au niveau des enjeux eau, parce qu'on a la même problématique aujourd'hui au niveau de l'enjeu eau, de la potabilité de l'eau, pour éviter toutes ces choses-là. On n'en parle pas assez. Ensuite, on parle du hamster, mais on ne parle pas du fait que derrière le hamster, c'est une espèce parapluie. Et que derrière, il y a tout un ensemble de la faune sauvage qui doit être préservé et qui, grâce à ces changements de mode de production au niveau de l'agroécologie et de nos changements de pratiques, permet justement de retrouver, c'est juste quelque chose qui était là avant, c'est de retrouver des équilibres. Voilà. Alors justement un peu par rapport à tout ce que vous avez dit et tout ce qu'on a vu, est-ce que vous avez vu des choses peut-être à approfondir ou à transférer entre la France et l'Allemagne par rapport à la préservation de la petite faune des champs? Et moi j'ai une question qui m'interroge depuis déjà un certain temps, c'est l'utilisation des couverts d'interculture côté allemand. Est-ce que c'est une pratique qui est pour l'instant assez marginale, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est très largement répandu et dans les zones hamster, ou alors est-ce que ça pourrait être une piste de mesures de gestion de hamster? Parce que ce qu'on a entendu pour l'instant dans les mesures hamster côté allemand, c'était des petites bandes de 6 mètres de luzerne et puis des petites bandes de blé non récolté. Mais on n'a pas, a priori, compris que vous aviez des choses à plus grande échelle, un peu sur le modèle de ce qu'on a présenté sur les couverts. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent après peut-être cette journée? Et qu'est-ce que, selon vous, il faudrait faire pour que ça se diffuse plus facilement en Allemagne ou dans les zones de protection du hamster? Et à contrario, est-ce que peut-être il y a des choses que M. Kern a présentées en Allemagne qui pourraient être utilement mises en œuvre en France? Donc ça, je pose la question aux représentants français. Ja, also bisher in Rheinland-Pfalz, die Kollegin hat es heute Morgen auch schon gesagt, haben wir Zwischenfruchtbedeckung in den Feldhamsterschutz noch nicht einbezogen. Im Bundesland Sachsen sind dazu erste Versuche gestartet, wo auch ein Landwirt sich des Themas insbesondere angenommen hat. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es einen kleinen Ansatz dazu. Aber wie gesagt, also es ist immer gut, wenn man mit den Landwirten was Neues entwickeln kann, wovon beide Seiten profitieren, was vielleicht auch nicht einen Mehraufwand darstellt, der dann entgolten werden muss, sondern wo jeder am Ende davon profitiert und was für seinen Acker bzw. den Lebensraum tut. Insofern glaube ich, dass dieser Ansatz ausgebaut werden konnte, und wir hatten auch vor Beginn der Tagung nochmal die Kollegen aus dem Feldhamsterschutz angeschrieben aus den verschiedenen Bundesländern, und bei manchen kam die Rückmeldung, kann ich mir eigentlich jetzt so gar nicht vorstellen. Andere haben halt schon damit begonnen, aber auf jeden Fall war ein sehr großes Interesse von den Ergebnissen der Tagung zu erfahren und das gegebenenfalls dann auch weiter zu begleiten. Und dieser grenzüberschreitende Austausch war für uns sehr produktiv, und wir tragen das auch weiter über Rheinland-Pfalz nach ganz Deutschland rein. Und ich fände es schon sehr gut, wenn wir an dem Thema dranbleiben würden. Auch, wir hatten ja auch einen Landwirt, der mit dabei war, der schade heute nicht dabei sein konnte, aber der auch gesagt hat, ich hätte Interesse, an dem Thema weiterzuarbeiten. Also ich glaube, das trifft bei uns schon einen Punkt, ja, der einfach auf allgemeines Interesse stößt. Ja. Ja, im Zusammenhang mit Zwischenfruchtanbau hatten wir, da rede ich jetzt für das Bundesland Baden-Württemberg, sicherlich nicht den Feldhamster im Blick, sondern Grundwasserschutz, Erosionsschutz, Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Und in den letzten Jahren kam halt das Thema Biodiversität dazu, also sowohl
diese Pflanzenvielfalt auf dem Acker, als auch die Wurzelvielfalt im Boden und dadurch halt den schnelleren und besseren Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt heute und in der Zeit der Vorbereitung viel mitgenommen. Wir haben in Baden-Württemberg im Laufe des letzten halben Jahres 36 Biodiversitätsberaterstellen geschaffen, weil wir viele Auflagen in Naturschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten haben. Und da habe ich jetzt auch einen neuen Kollegen dadurch, der offen ist für vieles. Und da nehme ich einige Anregungen mit, wo man vielleicht dann versuchen kann, zumindest mal angefangen in diesen Gebieten, also Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten, solche kombinierte Maßnahmen zu machen und dadurch nicht nur Richtung Feldhamster, sondern, Sie haben es gesagt, auch mit den Lebewesen danach. Obwohl ja beide, es ist ja immer so, alle Tiere, die im Boden irgendwas wegfressen, sieht ja der Landwirt als Konkurrent. Ja? Aber ich glaube, man muss es im System betrachten. Und nur wenn das System für alle Lebewesen, die hier natürlich vorkommen, auch ein Refugium bietet, dann laufen diese Systeme. Und wir haben alles diesbezüglich mit unserer Art und Weise der Produktion teilweise ganz gehörig durcheinander gebracht oder in eine falsche Richtung gelenkt. Und da ist es bei uns jetzt vielleicht eine Chance im Zusammenhang mit diesen Biodiversitätsberatern wieder ein Stück in die andere Richtung zu gehen. Wie gesagt, das wird dazu führen, dass wir von einem höheren Ertragsniveau, was wir hatten, weil wir diesbezüglich auch eine bevorzugte Region sind mit fruchtbaren Lössböden und so weiter. Aber ich glaube, lieber gehen wir von 90 Doppelzentner Weizen als Ertragserwartung runter auf 80 oder 75 und die haben wir dann in 30, 40, 50 Jahren auch noch, als dass wir noch 10 Jahre lang 90 Doppelzentner produzieren und dann vielleicht gar nichts mehr, weil alles zusammenbricht und das nehme ich vor allen Dingen hier von der Tagung mit und da müssen wir versuchen, dran zu arbeiten und weiterzukommen. Je pense qu'on ressort nous aussi très enrichis en fait de ces échanges qu'on a pu avoir, notamment par en fait, on fait une veille très poussée de tout ce qui pourrait être favorable au hamster en règle générale et de toutes les nouvelles pratiques ou de toutes les pratiques qui pourraient venir favoriser, venir impulser et venir nous aider à protéger le hamster dans son habitat. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas la dernière méta-analyse qu'on avait faite sur la question de la conservation des sols et de la structure des sols et de la réduction du travail des sols était une très grande question. Et c'est une question sur laquelle on ne l'a pas prise à bras-le-corps, en tout cas dans le cadre de la mesure hamster, et sur laquelle on en a fait, j'allais dire, une petite astérisque sans aller plus loin dedans. Mais c'est des questions sur lesquelles on sait qu'il y a de gros enjeux potentiels, parce que voilà, il y a toute la faune du sol qui est impactée. Et voilà, je regarde Charlotte parce que je sais que c'est elle qui rebondira plutôt là-dessus et qui est plus sur le volet bibliographique de ces questions-là. Mais c'est des retours d'expérience qui sont très favorables et qui nous permettent, nous, derrière, d'avoir des billes pour, avec les agriculteurs, construire une mesure qui est encore plus favorable, qui est plus adaptée et pour la faune, en règle générale, même si on vise mine de rien le hamster à la fin, et qui est aussi praticable sur le terrain, techniquement, agronomiquement et puis économiquement aussi pour les agriculteurs sur le terrain. Du coup, il faut que je réponde, mais... Non, en fait, je voulais déjà répondre par rapport aux collègues allemands, où même de votre côté, il y a eu une étude, donc il y a quelques années de ça, où ils avaient testé des bandes fleuries, donc des bandes pérennes qui étaient en place, je crois, sur 4 ou 5 ans, qui n'étaient pas du tout mises en place pour le hamster, je crois que c'était pour les pollinisateurs.
Et en fait, de manière complètement fortuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de terriers de hamsters dans ces bandes. Et il y a un article qui est sorti là-dessus en disant que finalement, ces bandes fleuries étaient très intéressantes. Donc pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Aurélien, effectivement, ces bandes, à mon sens, sont favorables non seulement parce qu'il y a un couvert et que le couvert est diversifié, mais parce que le sol est moins travaillé. Alors, je ressors d'un séminaire la semaine dernière à Dijon, à l'INRAE, où ils ont fait des expérimentations, ils ont tout leur centre en 0 herbicide. Et après, ils ont plusieurs plates-bandes avec des niveaux de travail du sol différents. Donc, ça va du labour au non-travail du sol et puis tout ce qui est intermédiaire. Et alors, quand on cherche à aller vers du 0 herbicide et du non-labour, ça devient vraiment très compliqué. Donc, c'est à chaque fois un juste milieu à avoir. Et en fait, le message que je retiens un peu de cette journée, c'est que là, on a parlé de couverts. Il y a plein de façons de faire ces couverts, finalement. Il y a aussi plein de façons d'amener des couverts dans les parcelles. Ce matin, Greenotech présentait des couverts associés, semés avant moisson, semés après moisson. On a vu des couverts qui étaient favorables quand il y avait 3 espèces. Ce matin, c'était des couverts de plusieurs mélanges. En tant que mesure hamster, on a aussi le blé sur pied qui est loin d'être quelque chose qu'on choisirait de point de vue agronomique, mais qui pour l'instant est une mesure qu'on sait favorable à l'espèce. Et puis d'un autre côté, on peut encore essayer de trouver d'autres façons de faire. Et donc j'imagine que quand on parle de biodiversité et de diversité, on parle aussi de diversité de mesures, et je pense que c'est un peu à chacun d'essayer de trouver celle qui lui convient mieux, à la fois par rapport à son sol, mais par rapport à sa pratique et puis ses envies. Et dans la salle, il reste encore quelques élèves du lycée agricole. Et donc, je pense que le message que vous pouvez retenir de cette journée, c'est d'être un peu créatif et oser tester des nouvelles choses. Et puis, surtout, je pense qu'il est aussi très intéressant dans le dossier hamster, c'était via la CUMA ou autre, les échanges qu'il y a eu, ou les mesures collectives, les échanges qu'il y a eu entre agriculteurs. Donc, tester quelque chose dans son coin, c'est bien. Mais parfois, c'est je pense que vous pouvez vite vous décourager parce que ça ne marche pas forcément du premier coup. Un sol qui a été travaillé, il faudra des années avant qu'il redevienne plus résilient. Donc de pouvoir échanger avec d'autres et de voir que peut-être que ça peut fonctionner, je pense que ça c'est vachement encourageant. Et voilà. Donc entre autres, par rapport aux mesures qu'on peut apporter, je pense en Allemagne, c'est aussi créer ces associations d'agriculteurs qui travaillent ensemble. Après, il y a un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est l'érosion des sols. On a des orages de plus en plus fréquents, intenses. Il y a des terrains en pente. Le fait d'éviter d'avoir des sols trop travaillés avec des couverts, ça permet de freiner tout ça. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui sont faites aujourd'hui et supportées par les agriculteurs. Quand on parlait du côté économique, on se pose la question dans nos exploitations à dire que on chiffre très vite à combien ça revient de mettre en place un couvert. On sait le chiffrer, c'est un chiffrage presque instantané, mais de l'autre côté, le retour de ce travail se fait sur plusieurs années. Et nous, en plus de la transversalité des bénéfices que ça peut apporter, et de cette charge qui aujourd'hui est presque supportée par l'agriculteur lui-même, fait qu'on attend aussi de la part de la société que d'un autre côté elle reconnaisse un petit peu et qu'elle nous accompagne par rapport à tout ça. C'est pas aussi simple parce qu'il y a un bilan aussi à poser à un moment donné où on fait le compte, combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte. Ouais, mais si ça me rapporte que dans 5-6 ans dans 5-6 ans, on a tous plus de 55 ans. Voilà, c'est pas la même. On voit pas ça de la même manière que pour des élèves de lycée agricole qui sont prêts sur une exploitation, qui se disent allez, j'ai 20 ans, j'y vais.
C'est pas du tout la même le truc. Or, on est tous ensemble au sein de notre territoire. Et là-dessus, ce serait intéressant que pour tous ces services environnementaux que nous on défend un petit peu, que l'État prenne aussi sa part de responsabilité en disant « Ok, vous faites ça, eh ben, on vous accompagne ». Regardez, en Allemagne, on l'a vu très vite, parce que nous, dès qu'il y a un euro derrière, on regarde le nombre de chiffres devant, et on a repéré très vite qu'il y a aussi un encouragement pour les agriculteurs, un accompagnement pour faire ça. Ça, on peut aussi apprendre de ce que font nos voisins, quoi. Merci. Ja, danke für diesen Aspekt. Da möchte ich noch Folgendes dazu sagen. Wir hatten bis vor 10 Jahren circa über ein Agrarumweltprogramm in Baden-Württemberg auch eine Förderung für Mulchsaat und Direktsaat. Die wurde dann gestrichen. Und ab dem Zeitpunkt wurde diesbezüglich weniger gemacht. Dann wurde wieder intensiver bearbeitet, weil einfach der Landwirt, der muss schauen, die Maßnahmen, die kosten Geld und die muss ihm jemand ausgleichen. Diesen Mehraufwand, diesen geringeren Ertrag, den er teilweise hat. Ich denke, das muss über Politik und Gesellschaft muss das honoriert werden, ausgeglichen werden. Ich glaube, dann ist einfach auch ein besseres Miteinander, weil der Landwirt fühlt sich gewürdigt in diesen Maßnahmen, die er tut, weil er tut sie ja nicht nur für sich, sondern auch für Umwelt und Gesellschaft. Und das muss gehen bis zu Regelungen aus der GAP, dass EU-weit einfach bestimmte Öko-Regelungen, es gibt ja die Öko-Schemes, die vieles vorgeben, ja, aber ich glaube, da muss es noch weitergehen in Richtung Biodiversität bis hin halt zu Artenschutz und dann glaube ich, dann könnte man das gut in Einklang bringen, aber ich brauche für die Landwirte auch eine gewisse Anreizkomponente, entsprechende Maßnahmen zu tun. Nur für sich kann das nicht machen, weil es sich letztendlich nicht rechnet. Am Ende des Jahres muss die Familie von dem leben können, was der Landwirt im Laufe des Jahres erwirtschaftet. Ja? Und was darüber hinausgeht, muss ausgeglichen werden. En tout cas, merci à tous pour toutes vos contributions. Moi, simplement, si je devais résumer une simple idée qui m'est restée de la journée, donc c'est le mot résilience, c'est le mot, quelque part, on prépare l'avenir. Alors l'avenir, il n'est peut-être pas radieux parce qu'on sait qu'on va peut-être avoir moins d'eau, on va peut-être avoir des engrais plus chers, etc. Mais le travail qui est réalisé là dans le cadre de la protection du hamster sur les couverts, quelque part, c'est un travail sans doute qui prépare un peu l'avenir. Et bon, ça c'est quelque chose que voilà, je voulais vous partager aussi. Et en tout cas, vous remercier de vous être déplacés jusqu'à Obernai. Merci à tous les agriculteurs qui ont écouté, qui ont posé des questions. Je voulais aussi remercier les agriculteurs qui ont accepté de témoigner, hein, Marius et Jean-Luc. C'était un petit effort hein, de parler devant tout le monde. Et puis Francis d'avoir accepté aussi en tant qu'agriculteur de témoigner de son métier. Remercier nos interprètes qui ont eu une tâche sans doute parfois assez difficile puisqu'il y a des termes très techniques. Et puis donc tous les partenaires du projet Interreg. Le lycée agricole, Thomas les a déjà remerciés ce matin, mais ils nous ont quand même mis à disposition cette salle. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, tous les agriculteurs sur les 38 parcelles pardon, qui ont été suivies. Et j'ai l'impression que Francis Humann a encore une annonce à faire. Je vais lui passer le micro. Et en tout cas, voilà, on espère que la journée vous a aussi apporté quelque chose, à vous tous qui êtes venus. C'était notre objectif. J'espère qu'il a été rempli. Vous nous direz ça. On vous enverra sans doute un petit questionnaire, hein, comme on a tous vos coordonnées, pour avoir un peu un retour aussi sur cette journée. Donc, on vous remercie d'y répondre, de prendre 5 minutes pour répondre un peu aux quelques questions qu'on vous posera.
Et je passe encore la parole à Francis. Et c'est juste pour venir un petit peu clore le sujet, parce que c'est très bien quand on est tous ensemble, normalement il y a même à boire sur la table, et c'est pour faire la transition. Le 6 avril, on va lancer la bière Hamster. Et donc on a mis en place des cultures d'orge brassicole qu'on a pu brasser dans la toute nouvelle malterie qui s'est montée en Alsace. Et le 6 avril, là, la semaine prochaine, on va lancer la bière Hamster avec la marque Hamster. L'année dernière, on a lancé la farine Hamster. C'est justement pour essayer de trouver une rémunération dans la valorisation de nos blés, de nos cultures favorables pour cette espèce, pour que le consommateur, en achetant ce produit, en voyant ça dans les rayons, se dise « Ah ben là, maintenant, j'agis aussi de mon côté à la préservation de la biodiversité ». Voilà, merci. Merci. Alors, il me reste juste à vous projeter la dernière diapo. Elle se projette. Donc, bon retour chez vous de la part du Grand Hamster.